Pour finir de cadrer le sujet, j'ai le grand plaisir d'inviter Lorraine Tournois-Duclos-Dingvu, j'espère que je l'ai bien prononcé, merci, à partager la siège. Donc Lorraine, docteur en économie, alors là, ça va être très long, mais donc docteur en économie, vous avez mené des travaux au sein de l'INED, de l'INHESJ, autour de la modélisation quantitative des comportements déviants. Bon. Et de l'anticipation stratégique, justement, au ministère de l'Intérieur. Vous avez été recruté par le monde du renseignement d'État, l'Élysée, Coordination nationale des services de renseignement, ministère des Armées, comme directrice de la stratégie d'un service de renseignement, on ne citera pas lequel. Et après 15 ans dans la haute administration, vous êtes désormais dans le monde, vous êtes passé dans le monde du conseil chez Deloitte, nos amis de Deloitte, puis dans le soutien aux entreprises françaises à l'Institut Choiseul, où vous êtes aujourd'hui conseillère spéciale du président Pascal Laureau. Heureux homme. Donc, pour finir de cadrer le sujet, Lorraine, la souveraineté. La souveraineté, sa vie, son œuvre. Allez. Oui, c'est ça, j'ai 10 minutes pour faire un tour d'horizon complet des acteurs, des enjeux, du contexte, des technologies, et puis oui, du contexte géopolitique, bien sûr. Sinon, c'est pas on va commencer tout de suite. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est déjà de vous faire passer les 3 idées essentielles que j'aimerais que vous reteniez de mon intervention, comme ça sera fait. Pour moi, restaurer la souveraineté, c'est d'abord, ça suppose une action politique durable et transparente, premièrement. La deuxième chose, c'est qu'il faut une adhésion populaire et un effort collectif. Et la troisième chose que je voudrais qu'on retienne de mon intervention, c'est qu'il faut arrêter de croire qu'on va pouvoir tout faire et que donc, la souveraineté a un coût non négligeable. Alors, peut-être commencer rapidement, je pense que c'est utile de revenir un petit peu sur les fondamentaux, mais super vite sur ce qu'est la souveraineté. Une nation et un État est souverain quand il est capable de se gouverner lui-même. Donc d'être autonome à l'intérieur de ses frontières et d'être indépendant vis-à-vis des États extérieurs avec lesquels il a des relations internationales. C'est pas moi qui ai inventé cette définition, c'est la définition de la Cour internationale de justice. Alors, je vais rajouter quelques petites choses qui sont des particularités françaises, c'est que la souveraineté appartient à qui en France? Elle appartient à la nation. Et la nation a délégué l'exercice de la souveraineté à l'État dans un contrat social et surtout, c'est l'article 3 de notre Constitution française. La deuxième chose que je veux rappeler en complément de cette définition de la Cour internationale de justice, c'est que la souveraineté admet certaines dépendances. Il faut vraiment se méfier du mot indépendance. Indépendance, ça ne veut pas dire on n'a aucune dépendance. Ça veut dire la souveraineté, c'est pas l'autarcie. Il n'y a aucune nation aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire qu'il peut vivre comme ça, replié sur lui-même. En fait, ce qu'il faut combattre, ce sont les dépendances qui altèrent notre autonomie. Par exemple, une dépendance au gaz russe. Enfin, la dernière chose sur la souveraineté, c'est que la souveraineté, c'est pas quelque chose de binaire. On est souverain, on n'est pas souverain. On est plus ou moins souverain. Et dans le cadre du numérique, c'est clair, dans le stockage des données, on n'est pas du tout souverain, puisque c'est les GAFAM qui en ont le monopole. Mais on est relativement souverain dans les infrastructures réseau, l'atterrissement des câbles sous-marins, les satellites, les antennes 4G, 5G, et bon, voilà. Et on s'oriente quand même vers le cloud de confiance en attendant le cloud souverain. Donc, je vais revenir sur les 3 idées essentielles. Et sur le coup, je vais rejoindre les précédents intervenants. La première, donc, la souveraineté suppose une action politique durable. Alors, parce que, donc, on a bien compris que l'État est le maillon essentiel de la souveraineté aujourd'hui, puisqu'on lui a délégué en fait, l'exercice de la souveraineté. Il est à la fois pilote et stratège de la souveraineté. Alors, qu'est-ce qu'il est censé faire Donc, il est censé déjà, la première chose, mesurer nos dépendances stratégiques. Aujourd'hui, qui mesure quelles sont nos dépendances stratégiques? Aujourd'hui, personne en France. Donc, c'est la question vraiment de qui a le contrôle, qui a le dernier mot. Donc, la première chose que l'État pourrait commencer à s'atteler à faire, et il y a des moyens, on pourra en discuter tout à l'heure, des exemples de ce qu'on pourrait mettre en place. La deuxième chose, c'est que l'État doit élaborer des stratégies de souveraineté. Une fois qu'il connaît ses dépendances et celles sur lesquelles il peut jouer, il doit élaborer une stratégie de souveraineté.
Ensuite, la troisième chose, c'est qu'il doit soutenir, on l'a dit tout à l'heure, davantage les entreprises. On voit ce qui s'est passé avec Alstom et le décret Montebourg. En fait, il faudrait faire exactement l'inverse. Il faudrait faire des décrets qui protègent les entreprises avant qu'elles partent à l'étranger. Soutenir les entreprises étrangères. Moi, je voulais féliciter quand même le travail d'Augustin de Colnier qui va intervenir tout à l'heure. Quand même, il y a 15 entreprises stratégiques françaises qui sont passées dans les mains sous drapeau étranger les 15 dernières années. Donc quand même, on parle beaucoup des Chinois. 80%, j'ai fait un petit calcul, Augustin, 80% quand même sont partis sous drapeau américain. Donc les Chinois sans doute ne sont pas forcément plus gentils, mais voilà. Et enfin, la quatrième chose, c'est que l'État doit rendre compte à la nation, parce que la souveraineté appartient à la nation, donc au peuple, et donc le peuple aujourd'hui est représenté par le Parlement, et voilà, donc l'État est censé rendre compte à la nation. Alors ma deuxième idée, c'est que restaurer la souveraineté exige un effort collectif. La souveraineté est l'affaire de l'État, mais pas seulement, comme disait, comment s'appelle le représentant Jérôme. On veut un Palantir à la française, on veut un Google européen, des solutions alternatives, mais ce n'est pas l'État qui va le faire. Ah non, c'est carrément le ministre qui a dit ça tout à l'heure. Et il a tout à fait raison, il faut quelqu'un pour le faire. C'est ce qu'on appelle la défense active de la souveraineté. C'est faire permettre l'émergence d'acteurs économiques qui vont se lancer. Et ensuite, il y a la défense passive de la souveraineté. La souveraineté, c'est l'affaire de tous. À chaque fois qu'on utilise un GAFAM, on confie une partie de notre souveraineté à une entreprise étrangère. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand Zelensky décide de se remettre dans les mains d'Elon Musk avec Starlink pour l'aider dans la guerre contre la Russie, et ben quand Elon Musk a décidé que l'attaque, la contre-offensive sur le port de... Voilà. Et Sébastopol, il ne le ferait pas, il ne l'a pas fait. Donc quand on se remet à des entreprises étrangères, ça pose quand même des questions de souveraineté qui ont été très bien illustrées à l'extrême dans cet exemple. Et à ma connaissance, dans l'administration française, il n'y a qu'une seule administration qui s'est détachée des GAFAM, c'est la gendarmerie, avec les systèmes d'exploitation Linux. Et ça, il faut l'en féliciter parce qu'elle a fait ça il y a hyper longtemps. Et je tiens, c'est pas parce que mon mari est prof à l'éducation nationale, mais je sais qu'il en souffre énormément. Ils se sont maintenant, l'éducation nationale ne travaille plus sous Microsoft et travaille aussi en open source. Voilà, donc c'est très courageux. Et j'en viens à ma troisième idée. Pourquoi c'est courageux ? Parce que la souveraineté n'a pas de prix, mais elle a un coût. Le prix de la souveraineté, c'est que quand on la perd, on a tout perdu. Et sortir de la dépendance des GAFAM, c'est un coût, il va falloir faire des choix. Donc il y a un coût de performance. Et il y a des gendarmes qui sont ici présents, quand ils ont mis en place Linux et l'OpenFIS, ils ont vraiment souffert. C'est exactement la même chose pour l'éducation nationale. Donc il y a un coût de performance au début qu'il va falloir accepter. Ensuite, il y a un coût financier. Moi, je pense que en fait, nos politiques, ils n'ont aucune idée des ordres de grandeur. Enfin, moi, je le vois à l'Institut Choiseul. Les GAFAM, il y a une étude d'EY. J'ai travaillé pour Deloitte. Maintenant, j'ai quitté Deloitte. Je peux parler un peu de ce qu'a fait EY. Qui vient de paraître, dit que les GAFAM, en R&D, dépensent 190 milliards d'euros par an. En gros, 40 milliards pour Amazon, 40 milliards pour Google. Voilà. Et vous savez que notre champion européen du cloud OVH, son chiffre d'affaires, donc par rapport à 190 milliards, c'est 700 millions d'euros. Donc on voit l'écart immense en termes de moyens, de R&D qu'il faudrait donner à OVH pour être à la hauteur. Enfin, il y a un coût politique, donc coût de performance, un coût financier et un coût politique. Donc le coût politique, c'est l'objet de mon post sur LinkedIn, mon dernier post. C'est que quand on choisit d'aider l'Ukraine par solidarité, on voit bien que ça a vraiment des conséquences, ça peut avoir des conséquences sur notre souveraineté. Quand on fait des choix, il faut renoncer, et on a renoncé clairement à notre souveraineté dans le domaine agricole pour la filière du poulet, pour les œufs. On amène des poulets qui sont 2 fois moins chers, qui sont en plus pas tellement aux normes européennes, donc dangereux au niveau sanitaire, alors qu'on a une filière poulet qui déjà importe 50% des poulets du Brésil. Donc voilà, c'est aussi un coût politique. Oui, et un coût potentiellement sanitaire à terme aussi.
Oui. Il semble l'avoir évoqué aussi. Oui. Merci Absolument. beaucoup, Lorraine. Alors, c'est bien, tu as devancé toutes mes questions, donc je n'ai plus rien à te demander. Juste une question pour aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comment faire une grille de choix? Tu parlais de renoncement, donc effectivement, choisir, c'est renoncer. Donc, comment on fait la grille? Quelle est la façon dont on pourrait faire cette grille de choix? Déjà, c'est ce que je disais, il faut déjà mesurer nos dépendances. Avant de faire une grille de choix, il faut savoir à partir de quoi on va choisir. Donc, une fois qu'on connaît nos dépendances, et aussi sur celles sur lesquelles on peut agir, eh bien, voilà, donc on a déjà le début d'une stratégie. Ensuite, ces dépendances que l'on a choisies prioritaires, on va regarder combien elles nous coûtent. Et après, il va falloir savoir qui va payer, parce que ça coûte très cher, comme je vous l'ai dit, et comme c'est le peuple français qui va en payer les conséquences, c'est normal que ce soit au niveau du Parlement ou au niveau d'un référendum qu'on choisisse ce à quoi on va renoncer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va augmenter les impôts? Parce qu'en fait, il n'y a pas 36 000 manières de récupérer cet argent-là. Donc, est-ce qu'on va s'endetter davantage avec des risques importants d'inflation? Donc, c'est déjà assez dur comme ça. Ou est-ce qu'on va faire des économies sur nos dépenses publiques? Et notamment, par exemple, on pourrait imaginer notre politique sociale, quand même, l'action sociale de l'État, c'est quand même 50% du budget. Et voilà, est-ce qu'on est prêt à renoncer à nos privilèges? Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à renoncer à l'AFD, à notre développement, à notre appui au développement d'autres pays à l'étranger? C'est 15 milliards d'euros. Voilà, donc et ça, je pense que l'État doit, on appelle ça des préférendums, demander au peuple de choisir ce à quoi il va devoir renoncer. Bonne chance pour ça. Est-ce qu'il y a une question? On a le temps pour une question. Donc choisissez bien. Alexandre? Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Bonjour Lorraine. Bonjour Alexandre. Ne dis pas que en fait, la souveraineté numérique coûterait plus cher. Tu as cité un excellent exemple qui sont les gendarmes. Et c'est une notoriété publique en matière de coût total de possession que le système d'information de la gendarmerie nationale est absolument moins coûteux que tous les autres systèmes d'information qui sont, eux, beaucoup moins basés sur le logiciel libre, sur l'open source. Et donc il faut faire très attention parce que, bon, on a déjà eu une intervention magnifique ce matin qui nous expliquait qu'il n'y avait pas d'alternative à Microsoft 365. Si notre deuxième intervention de la journée sur la souveraineté numérique, c'est de nous expliquer que la souveraineté numérique, c'est la France qui va plus pouvoir manger, l'inflation qui va en fait exploser et on va devoir renoncer à notre modèle français parce qu'on fait le choix de la souveraineté numérique, je pense que c'est un peu exagéré. Voilà. Bonne journée. Merci Alexandre. Oui, non, je te remercie, mais bon, non, mais la souveraineté, je continue, je prête à t'en discuter avec toi. Je pense que ça va coûter très cher. Et aujourd'hui, on veut tout faire. On pense à France 2030. France 2030, c'est quand même 56 milliards d'euros que met sur la table l'État. Avec 1900 projets, moi je me dis, est-ce que il ne faut pas se poser la question de se concentrer sur des champions? 1900 projets, ça me paraît tellement énorme, et c'est de l'éparpillement, de l'effort. Et je reste convaincue moi je sais pas, j'ai entendu aussi beaucoup d'experts qui m'ont dit que ça coûtait très cher en ça fait. S'appelle des FUD. On aura Scaliti tout à l'heure qui t'expliquera avec quelques dizaines en fait, d'ingénieurs R&D comment ils tiennent la dragée haute en fait, à leurs concurrents internationaux. Faire un OS, c'est quelques dizaines de personnes. Ouais, il faut les trouver déjà. Ouais, c'est vrai qu'il y a une question Mistral aujourd'hui, c'est 15 personnes. Donc c'est faux de faire croire que ça coûte cher de faire du logiciel de qualité, puisque en fait le logiciel, c'est de l'innovation incrémentale. Regarde nos collègues de Waller, tout ce qu'ils font de bien avec quelques dizaines de personnes. Ça dépend. Si tu restes au niveau de l'entreprise, oui, mais je pense qu'au niveau de l'État, ça va nous coûter très cher. Après, il y a des choses peu chères qu'on peut faire, qui sont au niveau, donc, puisque c'est l'État qui est pilote et stratège de la souveraineté en France. On pourrait faire une loi de programmation de la souveraineté, comme une loi de programmation militaire, une loi de programmation de finances. Ouais. On pourrait faire en amont, de toute façon, un audit régulier de nos dépendances, qui pourrait être demandé au CESE, à France Stratégie ou au commissariat au plan.
Voilà, moi je suis très fan de mettre en place une agence nationale pour la défense de la souveraineté en s'appuyant sur l'ANSSI, en élargissant ses prérogatives à la sécurité, sûreté et à l'intelligence économique, pour concentrer l'effort de l'État et être en mesure de répondre à des soucis comme on a aujourd'hui avec Alstom. C'est incroyable qu'on soit démunis face à Alstom alors qu'on a déjà perdu 15 entreprises stratégiques. C'est quoi le retour d'expérience? Voilà. Et puis pourquoi un ministre, à la fin de son mandat, ne viendrait pas s'expliquer devant le Parlement sur son bilan? Voilà. Une forme d'exercice de transparence. De rendre compte Tout à fait. à la nation. Non, effectivement, le plan 2030, tu le disais toi-même, c'est vrai qu'il y a pléthore de saupoudrage finalement, et on ne voit pas bien l'orientation stratégique. Mais il y a un précédent, je crois, le plan Cloud, il y a quelques années. Il y a un peu un léger bis repetita, on dit on va faire du cloud souverain, etc. On choisit des pseudo-champions qui s'avèrent ne pas en être. C'est pour ça qu'il faut contrôler régulièrement, il faut faire des audits, et puis il faut mettre à l'épreuve de ce plan stratégique qui n'existe pas encore, à l'épreuve du contrôle du Parlement. Merci beaucoup Lorraine pour ces propos très, très clairs, très précis. Alors,